C'est bon, on peut commencer? Ok. Donc, bienvenue à tous pour cette première table ronde sur l'éco-conception de services numériques. Donc, je me suis déjà présentée tout à l'heure et je vais laisser la parole à mes trois intervenants pour d'abord se présenter, que vous puissiez savoir quels sont leurs parcours, leurs entreprises. Et puis, vous allez voir tout au long de la table ronde, nous allons parler des impacts justement du numérique et surtout des solutions de comment éco-concevoir les services numériques. Donc, on fera un point sur les chiffres clés, sur les dispositifs et les outils qui permettent de mener à bien cette démarche. Et puis, nos deux intervenants industriels ici nous montreront aussi quelles sont les démarches qu'ils ont appliquées sur leurs entreprises, leurs modèles, leurs convictions aussi également. Et puis, si on respecte bien le timing, vous aurez le temps de nous poser des questions à la fin. Donc, je vais laisser la parole à Julia. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation déjà. Julia Meyer, je travaille à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et je travaille sur le sujet du numérique, donc à la fois la mesure des impacts environnementaux du numérique et puis le développement de méthodologies pour se mettre d'accord sur des méthodologies communes pour évaluer leurs différents impacts pour différents types de services numériques tels que des data centers ou autres. On aura le temps d'en discuter aujourd'hui. Voilà, merci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Donc moi, c'est Samuel Leport, je suis rennais, donc je viens d'arriver ce matin, je suis content de voir que c'est pas un karaoké que je vais faire. Voilà, donc j'ai cofondé moi Tribal avec deux associés, donc j'en parlerai tout à l'heure. Donc c'est à la fois une entreprise et puis un produit. Concernant mon parcours, j'ai à peu près 20 ans d'expérience et de parcours dans la transformation digitale des entreprises, dans le monde des ESN ou ex-SS2I. Et puis à l'âge de la quarantaine avancée, donc j'ai 46 aujourd'hui, donc bien avancé, j'étais plutôt à la recherche de sens en fait et ce que je pouvais faire sur un numérique plus vertueux, ce qui m'a amené à cofonder Tribal avec une appétence particulière pendant toutes ces années sur la qualité du logiciel et l'ingénierie du logiciel. Donc l'éco-conception fait sens pour moi. Voilà, merci. Ah, ouais, ça se passe. 1, 2, c'est bon. Bonjour à tous, donc moi je suis Béranger Cadoret, je suis fondateur et CEO de Stratosphere. Donc Stratosphere, c'est le premier réseau de data center de proximité bas carbone en France et en Europe. Et donc aujourd'hui, on vous propose d'héberger vos données dans un cloud souverain et écologique. Donc effectivement, comme un breton se déplace jamais seul, je suis aussi évidemment breton à 500%, et donc de l'Orient par contre, plutôt au sud de Bretagne. Et donc moi évidemment, donc j'ai aussi un parcours qui est très lié dans l'expertise infrastructure IT, donc réseau, télécom et serveurs notamment. Et donc ça fait maintenant donc 4 ans que je me suis lancé en tout cas dans la vie entrepreneuriale avec un go-no-go réalisé pour Stratosphere il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant. Donc aujourd'hui on est une équipe de 8 personnes. Voilà, et donc notre premier site qui est livré, notre lancement commercial donc qui se fait la semaine prochaine sur nos terres, donc l'orientaise. Merci. Encore merci à vous trois de participer à cette table ronde. On en parlait tout à l'heure, l'impact du numérique. Julia, si tu peux nous faire un petit panorama sur les chiffres clés justement de cet impact. Oui, alors donc les outils numériques, vous le savez tous, aujourd'hui on en utilise de plus en plus. C'est des outils extrêmement puissants qui nous permettent, là par exemple aujourd'hui, que des personnes qui sont en Bretagne puissent nous suivre aussi, puissent suivre les webinaires à distance. Ça nous permet de commander, d'échanger notre train hyper facilement, etc. Donc, c'est des outils très puissants qui ont été rapidement associés aussi à tout un univers, un univers des mots, un langage virtuel, le cloud, la dématérialisation, enfin tout ce vocabulaire-là, on
ont contribué au fait qu'on se fasse une idée d'un numérique qui serait peut-être sans impact environnemental, avec qui fonctionnerait naturellement sans équipement derrière. Mais aujourd'hui, on sait que le numérique représente autour de 3 à 4% des émissions mondiales d'émissions à effet de serre, de gaz à effet de serre. Et ça, c'est dû principalement donc aux équipements qui sont bien réels derrière, qui nous permettent d'utiliser ces services-là. Donc à la fois tous les terminaux utilisateurs qui sont directement en contact avec nous, donc les écrans, nos téléphones, nos ordinateurs, les objets connectés, etc., qui nous permettent de communiquer, de faire plein de choses, et puis des équipements qu'on croise un peu moins souvent, qui permettent de transférer toutes ces données, donc tous les équipements réseau qui sont éparpillés sur notre territoire, qui font transiter nos données jusqu'aux data centers et serveurs qui vont calculer, processer ces données et les stocker. Donc tous ces équipements-là ont un impact, et cet impact-là est principalement dû à d'abord les terminaux, donc les premiers types d'équipements dont je parlais. On a les 3/4 des impacts qui se situent dans les terminaux utilisateurs. Et puis, principalement, quand on regarde l'ensemble du cycle de vie de ces équipements, c'est principalement la phase de fabrication qui a un impact. Donc, on parle aussi des 3/4 des impacts environnementaux qui sont liés, d'un équipement qui sont liés à sa phase de fabrication, donc l'extraction de la matière première. Donc là, vous avez un chiffre, le chiffre clé de 800 kilos de matière première pour fabriquer un ordinateur. C'est assez parlant, je trouve. Donc, d'où l'importance d'allonger la durée de vie des équipements qu'on utilise, et on aura l'occasion d'en reparler dans un webinaire qui est dédié là-dessus. Donc voilà, c'est ce nombre croissant aussi d'équipements est drivé par nos usages qui sont de plus en plus importants. On parle de blockchain, d'industrie 4.0, de métavers. Donc tous ces usages nécessairement vont nécessiter d'utiliser des équipements de plus en plus nombreux pour qu'ils fonctionnent, donc avec les impacts qui sont associés. Donc évidemment, il y a énormément de données qui transitent grâce à ça, et d'où l'importance en fait de questionner dès maintenant nos besoins en termes d'usage, de se dire, est-ce que ces outils super puissants, qui sont des outils numériques, est-ce qu'on en a réellement besoin pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, ou est-ce qu'on devrait privilégier certains besoins pour utiliser ces outils, et d'où l'importance de faire une démarche d'éco-conception, donc de regarder, ça a été dit en introduction, mais de regarder quand on développe un service ou un produit numérique, de regarder à chaque étape de son cycle de vie quels sont les impacts environnementaux associés, pas seulement carbone, et de voir comment on peut les réduire. Et encore une fois, on le redira jamais assez, avant de faire ça, pendant la phase de conception, de vraiment questionner, est-ce que j'ai réellement besoin de cet outil-là pour répondre à mon besoin? Est-ce que mon besoin est réellement un besoin utile? J'ai envie de te poser une question du coup. Vas-y. Est-ce qu'on a besoin du métaverse? Mais on répondra dans le prochain webinaire. Gros débat. On pourra en reparler ce midi. Mais en tout cas, on aura des exemples aussi d'éco-conception assez concrets, donc je vous laisse aussi la parole carrément. Voilà. Déjà, est-ce que vous avez, donc Samuel et Béranger, est-ce que vous aviez conscience de ces chiffres-là? Est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que vous avez engagé vos démarches? Quel est déjà votre point de vue sur ces chiffres? Je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de sujets tous les quatre. Peut-être moi, à l'origine de Tribal, il y a vraiment ça, cette prise de conscience en fait
que le numérique, ça pollue. Pendant les 25 années où j'ai développé, j'ai essayé de très bien développer, mais je me suis jamais posé la question en fait des limites de l'informatique. Donc j'étais plutôt dans la course de l'usage et répondre à des besoins clients sans vraiment les challenger. Or, finalement, tous les chiffres qu'on voit là, à peu près dans 10 ans, 8 ans, 15 ans, il n'y aura pas assez de ressources en fait et de minerais sur la planète pour répondre à cette évolution du numérique. Donc ça, c'est devant nous. Malheureusement, on se met, et merci à la Biennale finalement qui nous permet de partager ça parce que c'est pas bien connu et donc il faut sensibiliser. Oui, donc cette croissance effrénée qui nécessite impérativement, et Monsieur Jancovici le dit assez souvent, de revenir à une forme de frugalité, pas forcément de radicalité, hein, parce que moi je suis moi-même un usager effréné du numérique. Hein. J'essaye de me soigner. On est tous, on en a besoin. On va pas revenir au pigeon voyageur et c'était le sens de Tribal hein, que j'ai créé avec 2 associés. C'est cette double prise de conscience sur la menace qui pèse sur nos données, la cybersécurité. Je pense qu'on est une colonie numérique en Europe alors qu'on a énormément de talents, d'ingénieurs. Et voilà, la preuve est là avec la création d'entreprises comme Stratosphère et Tribal. Il y en a plein d'autres dans la green tech qui mérite d'être connue. Et notre deuxième raison d'être ou notre deuxième engagement, en fait, elle était vraiment cette prise de conscience de répondre à cette pollution numérique. On peut pas continuer comme ça. Donc, il faut se remettre en question, il faut sensibiliser. Nous, on a créé une entreprise à mission pour ça. Donc, ma mission, c'est d'être ici avec vous pour partager cette prise de conscience, ce savoir-faire, cette expérience. J'interviens aussi régulièrement dans les écoles pour faire savoir tous ces chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Et on sait que quand dans le buzz actuel, c'est difficile de se faire entendre sur ces informations, que le numérique, c'est fantastique, ça reste fantastique, mais il faut savoir l'appréhender et d'avoir un usage plus raisonnable. Voilà. Je te laisse réagir aussi. Merci. Alors juste pour reprendre avant les présentations, très rapidement, oui, moi je rejoins évidemment donc Samuel sur la partie chiffres et hypercroissance de la donnée. Il faut savoir que de toute manière, on peut, quoi qu'on fasse, on n'en reviendra jamais en arrière. Aujourd'hui, on a une croissance exponentielle. Donc tout à l'heure, Julia en a cité plusieurs solutions. On a la 5G qui est en cours de développement, les industries 4.0, ce qui fait que demain, la croissance de la donnée, et enfin aujourd'hui d'ailleurs, hein, donc on a quelques chiffres là qui les citent, par exemple d'ici 2025 avec en zeta-octet, avec donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la réelle question de l'éco-conception, c'est comment demain on peut, je dirais, produire et donc utiliser ce type de données-là de manière plus éco-conçue, en respectant un peu plus l'environnement qu'actuellement, puisque aujourd'hui, les 30 dernières années, ça a quand même évidemment été à la course à la technologie. Et là, on commence enfin à se poser la question, il était grand temps de savoir comment demain, on va pouvoir éco-concevoir des choses pour toujours justement faire face à cette croissance, mais de manière évidemment à avoir un impact sur l'environnement plus positif. Donc voilà un petit peu sur ce que j'ai à rajouter. Merci. Du coup, Samuel et Béranger, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos entreprises et ensuite sur votre démarche chacun. Donc, Tribal, en fait, c'est né d'une idée il y a 2 ans et en fait, avant de se lancer rapidement dans le développement, c'est souvent ça, hein, quand on crée une entreprise, on se dit tiens, on va vite développer. En fait, on s'est d'abord posé et donc c'est là qu'on a créé une entreprise à mission qui a été vachement importante en fait pour définir la colonne vertébrale en fait de ce qu'on voulait faire. Ensuite, Tribal, c'est une plateforme de communication avec tout simplement qui permet de communiquer de façon éthique. C'est une plateforme de communication slow tech. Je ne sais pas si ça vous parle ce terme, qui permet de collaborer et d'engager vos parties prenantes en fait dans la durée, de façon éthique avec une solution qui fait sens. Donc, on a une messagerie instantanée qui est disponible en grand public aujourd'hui dans les stores. Et puis, on a une messagerie pour les professionnels qui permet de régénérer la confiance en séparant vie pro et vie perso, en faisant attention au droit à la déconnexion. C'est aussi des éléments importants pour redonner la confiance dans le numérique. Il y a un numérique qui est à notre service, il y a un numérique qui ne pollue pas ou qui ne exploite pas nos données. Voilà. Et évidemment, on a été co-conçu, mais je reviendrai largement sur le sujet ensuite.
Et donc pour Stratosphere, donc comme je vous disais tout à l'heure, notre mission donc est d'intégrer vraiment le data center au cœur d'une économie circulaire, locale et responsable. La question et la vision de Stratosphere a été de se poser la question quel est le devenir des data centers à horizon 10 ans, 20 ans et il y a quelques années, bien avant, quelques années avant le Covid d'ailleurs. Et donc ça a été d'ailleurs tout un process d'études qui ont duré 2 ans pour moi, de me dire comment demain on allait répondre évidemment à l'impact environnemental, mais aussi aux besoins futurs, que ce soit des TPE, PME pour engager leur transition numérique, aussi aux collectivités pour renforcer l'attractivité des territoires. Donc c'est vrai qu'on est parti de plusieurs constats. Le premier qui évidemment donc celui de la pollution numérique, qui aujourd'hui donc on parlait tout à l'heure des émissions de CO2, les data centers sur les 4% des émissions de CO2, c'est plus de 30%. Donc aujourd'hui pour la problématique qu'on a pu avoir jusqu'ici, c'est que la donnée n'est pas palpable, n'a pas d'odeur, donc c'est très difficilement on a du mal à faire rendre compte aux gens de l'impact. Malgré tout, ça consomme, on émet autant de CO2 que le trafic aérien. Donc c'est sur la partie la pollution numérique. Le second constat a été celui également de la souveraineté de la donnée. Aujourd'hui, il faut savoir que 92% des données produites en Europe sont quand même stockées aux États-Unis. Donc quoi qu'on fasse, évidemment, en face de nous, on a des mastodontes américains. Et malgré tout, on a beaucoup de solutions qui existent aussi à l'échelle nationale ou européenne pour pouvoir demain enfin avoir une certaine souveraineté déjà européenne, avec des grosses sociétés qui avancent aussi là-dedans. Et donc nous, comme Stratosphère, ainsi que Tribal, qui faisons évidemment partie de cet écosystème-là. Et enfin, donc, de rentrer dans l'ère de la décentralisation de la donnée. Aujourd'hui, il faut savoir que le monde du data center, c'est un monde qui est très caché. On parle d'hyperscale avec plus de 100 groupes électrogènes pour les alimenter en termes de redondance, avec d'énormes entrepôts. Et donc derrière, évidemment, c'est d'offrir un nouveau modèle qui puisse rapatrier, se rapprocher des acteurs finaux de la donnée. Et on l'a bien vu, par exemple, la limite de cette centralisation de la donnée pendant le Covid, par exemple. Alors c'est peut-être paru, on l'a pas forcément vu. Alors moi, dans la technique, je l'ai su, mais par exemple, on a diminué tout ce qui était bande passante pour du Netflix, etc., pour laisser en priorité passer la vidéo, par exemple pour du Teams, etc., pour du visio. Et ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des goulots d'étranglement qui arrivent sur cette centralisation-là, qui fait que demain, on perd en résilience. Et donc, évidemment, de rentrer dans cette décentralisation-là, on va pouvoir rapatrier vraiment aux acteurs finaux et évidemment développer notre modèle qui est un modèle économique qui est basé autour de l'éco-conception. Donc, dans le fonctionnement de Stratosphère, nous, on va fonctionner justement en circuit court et fermé, c'est-à-dire que demain, on s'implante sur des petits sites de 1000 m2 où on va donc alimenter nos data centers par des énergies renouvelables. On va valoriser la chaleur fatale pour les territoires, donc on en reviendra dessus ensuite. Et enfin, on va pouvoir justement utiliser un bâtiment qui va être modulaire, standard, et qu'on va pouvoir scaler très rapidement à travers tout le territoire, en France et en Europe. Voilà pour le panorama des deux entreprises. Et du coup, Samuel nous disait tout à l'heure, je vais développer la démarche d'éco-conception au sein de Tribal. Comment est-ce que vous avez fonctionné? A priori, vous n'avez pas fonctionné tout seul quand on voit la diapo. Non, on n'a pas fonctionné tout seul. Tout seul, on ne sait rien, surtout dans le numérique. Donc, en fait, au tout départ, en fait, je me suis dit, il faut qu'on se forme. Donc, on a regardé le site de l'ADEME. On a vu que sur le numérique responsable, en fait, sur le numérique responsable, en fait, il n'y avait pas grand-chose d'écrit, il n'y avait pas forcément beaucoup de MOOC sur le sujet. J'ai appelé Frédéric Bordage pour savoir s'il pouvait me conseiller sur le Green IT. Il m'a donné quelques liens. J'ai aussi signé la charte de l'Institut du numérique responsable. J'ai appelé des amis dans le monde du télécom qui avançaient, la Green Tech, qui en parlait tout à l'heure, Bérangère. On est un monde qui bouge, qui veut essayer de faire un numérique plus vertueux et qui se remet en question. Et donc j'ai cherché les liens par rapport à mes fondamentaux en fait de développement ou d'architecture que j'ai appris pendant toutes ces années de SN. Qu'est-ce qui devait changer? Et en fait, je me suis aperçu que les fondamentaux, ils étaient toujours là en fait. Un bon maçon reste un bon maçon, et donc un bon ingénieur reste un bon ingénieur. Et comme le disait Julia, l'enjeu avant de développer, c'est s'assurer en fait que c'est utile ce à quoi ça sert, ce qu'on va développer, ce qu'on va réaliser. Et donc, je me suis vite aperçu que l'enjeu, en fait, il était sur le design thinking, ou en tout cas sur l'éco-conception en amont. C'est pour ça que j'aime bien le nom du pôle éco-conception de l'ADEME, puisque l'enjeu, il est vraiment là. Finalement, de prendre le temps de pas développer.
Et je vous assure qu'avec mes associés, ça a été des longues discussions quand j'expliquais que pendant 6 mois, on va pas développer. On va se poser la question sur le business model, on va se poser la question sur ce qu'on appelle le persona dans le numérique, à qui on veut s'adresser, qui est notre futur client dans les entreprises, qu'est-ce qu'on veut lui apporter comme service, comment je m'assure que ce que je lui apporte, c'est utile. Et peut-être pour partager une notion que j'aime de plus en plus, l'innovation frugale. Comment faire mieux avec moins, parce qu'en fait, on a moins de ressources, on a aussi moins d'ingénieurs et moins de compétences en France et en Europe avec la réindustrialisation. Donc, toutes ces questions, ça m'a pris 6 mois et je me suis fait accompagner aussi d'un UX designer. Et ça, c'était important pour moi parce que je suis moi-même avec des compétences en design thinking, mais il fallait me faire challenger de l'extérieur. Donc, je me suis fait accompagner de quelqu'un de l'extérieur qui est un UX designer confirmé et expert, qui nous a suivis pendant tout le long de son processus. Et puis, au bout de tout ce moment-là, on a quand même fini par commencer à développer quelque chose. Donc, une approche conception fonctionnelle. Dans la conception fonctionnelle, donc, on a retenu que des fonctionnalités utiles. Tout le document, hein, tout ce que je vous présente là, c'est disponible sur Internet s'il y a des frustrés après et si je suis un peu trop court sur les explications. Dans la conception fonctionnelle, on a voulu aussi mettre du sens, c'est-à-dire qu'une fois que c'était utile de partager avec nos utilisateurs ce qu'on faisait, et notamment sur le numérique responsable, on a mis quelques fonctionnalités pour expliquer que le numérique, ça pollue, pour sensibiliser nos utilisateurs à leur empreinte carbone. Par exemple, on supprime les messages tous les 7 jours. On sait que c'est une goutte d'eau, voire ça se challenge. Hein. C'est un autre sujet et un autre webinaire probablement. Mais on supprime les messages tous les 7 jours dans la version Tribal gratuite pour donner du sens en fait aux utilisateurs que leur comportement numérique n'est pas sans impact, on va dire, à plein de niveaux. Ensuite, donc ça c'est un exemple de choix fonctionnel. Un autre exemple de choix fonctionnel aussi dans toutes les messageries, vous connaissez les GIFs, on s'amuse, j'adore. S'envoyer un GIF et faire le tour de la planète par San Francisco alors qu'on est dans la même salle, c'est dommage. Mais ce qui est dommage, c'est le GIF qui tourne tout le temps. Donc nous, on a donné un petit symbole, c'est que le GIF, on arrête de le tourner au bout d'un tour et demi, par exemple. Ça coûte pas grand-chose, mais ça permet aussi de donner du sens. Sur la conception technique, donc beaucoup d'exemples. Donc là, on est allé très loin dans la qualité du code, mais toujours sur les fondamentaux, et on a rajouté des choses supplémentaires par rapport à la sobriété numérique, ou en tout cas par rapport au numérique responsable. C'est de limiter, comme le disait Julia, il y a 3 facteurs. Il y a le device et puis il y a le trafic réseau. Et donc, comment d'abord limiter le trafic réseau? Donc, entre le smartphone et les serveurs de Tribal, l'équipe s'est vraiment réfléchi pour pouvoir justement limiter ces allers-retours entre le device et le smartphone et puis les serveurs pour limiter la consommation énergétique. On a aussi fait énormément d'efforts pour limiter l'impact sur la batterie du téléphone, pour lutter contre l'obsolescence, etc. Ne pas avoir à recharger son téléphone toutes les 5 minutes. Et finalement, quand on le fait by design, dès le début, en fait, c'est pas dur, en fait. Ce qui est dur dans le legacy, dans l'informatique, c'est quand il faut améliorer et rénover après. C'est comme dans le bâtiment. Mais nous, on l'a intégré dès le début dans la phase d'éco-conception, ce qui a demandé un moindre effort, ce qui n'a pas été forcément aisé, mais ce qui a été plus facile. Peut-être un autre exemple qui parle aussi d'un point de vue technique, c'est la résolution de notre vidéo. Donc, on l'optimise vraiment très fortement. Je vous assure, dans la vidéo Tribal, on se reconnaît. Hein, on reconnaît ceux qui ont des cheveux blancs, pas de cheveux blancs, etc., des lunettes, pas de lunettes. Hein, mais on a optimisé et aussi en donnant du sens. On n'est pas obligé d'avoir une résolution maximale, surtout, en fait. On s'est habitué à ça. Donc, nous, on optimise, on n'active pas la vidéo par défaut. Et on rend l'utilisateur responsable d'activer la vidéo s'il le souhaite et de la désactiver ensuite. Donc ça, c'est quelques éléments. On a fait aussi un choix très important sur l'open source. Pour moi, c'est hyper important d'être dans une coopération d'usage. En venant en tramway avec Béranger ce matin, on a déjà trouvé d'autres idées. Je pense que les entreprises qui réfléchissent tout seuls, c'est pas le sens. On doit aller vers une numérique frugale en coopérant tous ensemble pour prendre soin de notre bien commun et de la matière. Peut-être un dernier exemple sur le graphique. Sur l'UI aussi, on a fait un choix de police, un choix de couleur, ce qui a un peu frustré ma directrice marketing quand elle a vu que pour être sobre, elle ne pouvait pas choisir forcément les couleurs qu'il souhaitait. Et pour autant, je pense que Tribal est réussi d'un point de vue expérience utilisateur. Mais en tout cas, on a été contraint pour pouvoir être le plus optimisé dans la police, dans les images. Et puis, on a fait beaucoup de tests et de développement continu. Donc, peut-être que je donnerai un zoom après en fonction du timing, sur l'analyse du cycle de vie de Tribal,
qu'on a pu faire. Merci. Maintenant, Béranger. Vous me dites si je suis trop long parce qu'on n'a pas le timing. Et voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Donc sur la démarche d'éco-conception, nous chez Stratosphère, donc comparé justement à Samuel avec Tribal, où il se situe sur la partie soft, nous sur la partie logicielle, vraiment développement, etc. Nous, on est sur la partie, ce qu'on appelle la partie hardware, donc matériel. Aujourd'hui, le data center, c'est ni plus ni moins des baies, des armoires informatiques qui sont collées les unes à côté des autres, dans laquelle justement on équipe des ordinateurs empilés les uns sur les autres et dans lequel on va stocker vos données, les données des entreprises, collectivités. Donc aujourd'hui, dans notre démarche d'éco-conception, nous, quand je vous parlais de décentralisation tout à l'heure, c'est notre construction, notre design a été créé notamment déjà autour de l'énergie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'était de se dire que demain, on va pouvoir s'implanter avec un maximum d'alimentation possible qui se contente aujourd'hui du tarif jaune, qui fait que demain, on va pouvoir se dupliquer aussi rapidement, mais en termes de puissance, qu'on va pouvoir être très limité, ce qui est volontaire pour derrière avoir une certaine autonomie aussi sur l'apport en énergie renouvelable, puisqu'on va faire des petits sites, ce qui fait que demain on va pouvoir très facilement les rendre en alimentation d'énergie verte. Et donc du coup, ça a commencé par l'alimentation, de se dire qu'aujourd'hui, comment on va pouvoir notre data center, comment justement on va utiliser des énergies renouvelables. Donc par exemple, aujourd'hui, on utilise une ombrière solaire. On va avoir 104 panneaux solaires qui vont être en autoconsommation directe sur nos baies informatiques juste en dessous. Et à côté, on va avoir 208 panneaux solaires au sol qui vont nous permettre d'être en autosuffisance totale, en pleine charge de notre data center. Donc ça, c'est la première chose, c'est dans l'alimentation. Aujourd'hui, on travaille essentiellement, notamment avec le solaire. Donc évidemment, on va avoir 3 postes sources différentes. Aujourd'hui, un data center, c'est un concentré d'industrie, que ce soit électrique, que ce soit froid, et toute la partie IT et sécurité. Donc la deuxième chose qu'on a, la deuxième étape de l'éco-conception, c'est aussi la valorisation de la chaleur fatale, puisqu'on a des équipements qui chauffent beaucoup. Donc on fait ce qu'on appelle du confinement du hot corridor. Donc c'est du confinement d'air chaud. C'est comme un ordinateur à la maison. Hein. Derrière, ça chauffe. Si on le colle au mur, ça chauffe énormément. Donc là, on va le valoriser pour des cultures de serre urbaine. On n'est pas dimensionné aujourd'hui pour chauffer des bureaux ou des piscines olympiques comme pourraient faire les plus gros. Nous, on va le faire pour des cultures de serre urbaine. Donc ça, c'est vraiment le côté inclusif sur les territoires où on offre cette possibilité-là, des associations, des porteurs de projets. Aujourd'hui, on a des exemples pour des cultures des séchoirs d'algues, des cultures de houblon, etc., sur des petites serres de 40 à 60 mètres carrés. Ces serres-là sont également éco-conçues puisque ce sont que des matériaux qui sont recyclés, que ce soit dans le bois ou dans les verres de bâtiments justement qui sont en phase de démolition. Donc ça, c'est sur la partie serre. Ensuite, sur la partie, on va continuer un petit peu notre plan sur la partie, ce que vous voyez en vert, c'est le mur végétal qu'on positionne en fait sur toutes les parois sud de nos data centers. Sur ce mur végétal-là, va nous permettre d'avoir une protection thermique par rapport à notre data center, notre site. Ensuite, il va également nous permettre justement d'avoir aussi de pouvoir concentrer en fait les îlots de chaleur par de l'évapotranspiration, donc de capter du CO2. Aujourd'hui, on sait que à travers ce mur végétal là, par exemple, on peut capter 2,3 kg de CO2 par mètre carré par an. Et donc ça, c'est aussi un sujet qui nous permet demain, nous, d'avoir moins d'impact de chaleur sur notre data center et de le refroidir moins. Parce qu'aujourd'hui, un data center, on a à peu près besoin de 60%, c'est de l'alimentation électrique, et 40%, c'est du froid. Donc, puisqu'on doit maintenir nos serveurs à une température, alors maintenant ça augmente un peu plus, mais on va dire entre 23 à 25 degrés. Donc, on doit aussi penser à l'éco-conception autour de ce froid-là pour avoir justement un data center le plus propre possible. Et donc, le dernier volet qu'on a en avant, c'est aussi l'artificialisation des sols, qui est très, très important. Aujourd'hui, on parle de data centers qui font 10, 20, 30 000 mètres carrés, avec plusieurs milliers de baies. Aujourd'hui, nous, on est sur un site qui fait 1000 mètres carrés et on construit notre bâtiment sur des plots béton, puisqu'on utilise des conteneurs réhabilités, qui sont des conteneurs donc de seconde main, qui nous permettent demain d'avoir aussi un modèle qui va être standard, mais surtout modulaire. Et donc, du coup, notre salle informatique, on va pouvoir l'agrandir en phase de commercialisation, évidemment, aux besoins en fait de nos. Donc sur la partie conteneur, ça c'est très important, notamment sur la partie. On parlait tout à l'heure de l'ACV bilan carbone. Donc ça c'est sur
toute notre partie technique d'éco-conception du data center, je dirais infrastructure, matériel, il y a aussi, ce qui est important, c'est aussi le choix de partenaires. Par exemple, dans notre cas, c'est de trouver des fournisseurs. Quand on fait l'analyse de cycle de vie, par exemple, des plots béton jusqu'au conteneur, jusqu'au moindre matériel au centimètre près de notre data center, on doit savoir d'où vient le matériel là, qu'est-ce qu'il va consommer pour venir jusqu'au site, et pour justement pas faire venir, par exemple, des plots béton, des toupies du l'Est de la France pour coller du béton en Bretagne. Et donc tout ça, on a aussi une stratégie. Aujourd'hui, on a 70% de nos fournisseurs matériels qui se situent à moins de 200 km justement de nos sites. Et donc ça, c'est très important parce que c'est aussi un gros travail de sourcing en termes de fournisseurs, mais qui demain permet de compléter aussi notre ACV sur tous les éléments techniques, que ce soit de l'alimentation à l'ombrière, au data center en lui-même, au conteneur, au mur végétal, etc. Donc c'est vraiment très important et ça nous permet demain de délivrer un bilan carbone type du data center, également via justement toutes ces différentes étapes là, avec une grande transparence, puisque, enfin, on reviendra aussi, mais c'est un peu comme Tribal, on met aussi toute cette transparence là en lien sur notre site internet. Aujourd'hui, dans le monde du data center, vous trouverez aucune ACV en ligne, très clairement. Si vous pouvez demander à de nombreux data centers, que ce soit des régionaux, hyperscale, déjà où sont localisées vos données. Bon, déjà, je peux vous mettre à l'épreuve, vous le saurez pas. Et ensuite, de savoir en quoi ils sont écologiques. Et ce qui fait que, du coup, nous, derrière, ça nous permet de vraiment avoir cette transparence-là avec nos clients, puisque aujourd'hui, c'est notre enjeu, c'est de montrer concrètement comment Stratosphère, demain, va avoir un réel impact sur les territoires à travers, justement, toute cette éco-conception. Merci Béranger. Je vais redonner la parole à Julia justement sur, on l'a vu dans vos deux présentations, vous êtes entouré, vous avez utilisé des outils, justement nous faire un petit point sur les outils qui sont à disposition. Est-ce qu'ils s'adaptent à tous les degrés de maturité, par exemple des entreprises? On a parlé de trouver des pistes d'amélioration, de quantifier les choses. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide sur ce sujet? Oui, alors il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui pour faire de l'éco-conception de services numériques, même si quand on parle de services numériques, c'est très très large. Donc c'est encore en construction bien sûr. Donc il existe des référentiels qui se développent. Donc d'abord pour mesurer en fait, mesurer les impacts environnementaux d'un service numérique. Donc par exemple le RGESN dont vous avez peut-être entendu parler, qui est pour plutôt des projets côté soft, qui est un référentiel général d'éco-conception de services numériques. Et puis à l'ADEME, on travaille aussi sur des référentiels d'affichage environnemental. Donc, l'objectif, c'est de définir une méthodologie commune pour un service donné pour mesurer les impacts environnementaux de ce service. Par exemple, depuis janvier 2022, vous avez certainement de la part de vos opérateurs de télécom l'information de l'équivalent de CO2 de votre consommation de données. Donc c'est une méthodologie qu'on a co-construite avec les opérateurs de savoir comment, pour une fourniture d'accès Internet, comment on mesurait les impacts environnementaux de ce service-là, quel périmètre on utilisait, quelles données, quelle est l'unité fonctionnelle. Donc quand on fait une analyse de cycle de vie, qu'est-ce qu'on quel est le service pour lequel on va mesurer l'impact environnemental. Donc il y a toute cette partie référentielle qui est en train de se développer. Et puis il existe aussi des outils plutôt de sensibilisation. Donc t'en as parlé aussi, Samuel. Donc notamment sur le site du pôle éco-conception et de l'ADEME. Donc il y a des outils de bonne pratique ou des MOOC, notamment le MOOC qui a été fait par l'INR de sensibilisation autour des impacts environnementaux du numérique. Et puis sur la partie accompagnement, aide, c'est Philippe qui en parlait tout à l'heure en introduction. Côté ADEME en tout cas, il y a un certain nombre d'aides qui existent encore jusqu'à fin 2022 sur l'accompagnement de projets d'éco-conception pour
tout degré de maturité d'une entreprise, donc à la fois les premiers pas en éco-conception, qui va de la sensibilisation, de la formation, à des projets plus matures, donc de mise en œuvre d'éco-conception. Et c'est aussi dans ce cadre-là que qu'on a travaillé avec Tribal. Et aussi donc pour tout type d'entreprise et aussi pour tout type de projet, donc à la fois des projets de R&D et des projets plus plus concrets, on va dire, de mise en œuvre d'éco-conception sur un projet à développer ou déjà développé. Donc voilà, il existe un certain nombre d'accompagnements, mais je pense que, comme vous l'aviez dit, je pense que la chose à retenir, c'est surtout de rejoindre les écosystèmes d'acteurs qui travaillent déjà sur le sujet et qui ont des retours d'expérience qui sont plus précieux encore que des informations qu'on retrouve sur Internet. Là, ce que vous avez présenté tout à l'heure, je pense que c'est hyper parlant pour une entreprise qui a aussi envie de se lancer. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre les écosystèmes qui existent autour du sujet du numérique responsable. Il y en a beaucoup. Voilà, donc on voit qu'effectivement la coopération est importante, que le degré de maturité aussi, quel que soit le degré de maturité, Julia l'a dit, on peut s'engager dans une démarche d'éco-conception de son service numérique. On a 2 entreprises ici qui sont une dans l'applicatif, l'autre plutôt dans le dur, dans le hard, et puis on fait le lien aussi aux objets. Julia nous a rappelé aussi que les équipements utilisateurs, nous aussi en tant qu'utilisateurs, on a un impact. Et avant de donner la parole au public, juste un dernier mot de la fin pour Samuel, Béranger et Julia sur quel conseil peut-être vous donneriez à des personnes qui seraient ici et qui voudraient s'engager dans une démarche d'éco-conception numérique? Premier conseil, du coup, l'écosystème. Mais Moi, j'ai une recommandation parce qu'avec l'écosystème, justement, il y a beaucoup de valeur qui a été produit dans le rapport d'éco-conception Tribal qui est disponible sur Internet. Effectivement, je connais aucune solution qui est aussi transparente que Tribal aujourd'hui, comme le disait Béranger. Donc, on a publié l'analyse du cycle de vie qu'on a fait avec l'aide de l'ADEME et d'experts, et notamment des Gauthier Roussil. Et donc, je vous invite juste à lire finalement ce rapport. On a essayé de le vulgariser, qui vous donne les clés vers les MOC de l'UNR, de l'ADEME. C'est quoi une démarche d'éco-conception? C'est quoi une analyse du cycle de vie? Comment on peut s'inspirer de l'analyse du cycle de vie numérique qu'a fait Tribal, peut-être pour votre propre entreprise, tout simplement. Nous, on l'a fait et on l'a publié tout simplement pour s'améliorer, capitaliser ensemble sur ces sujets. On partait de la feuille blanche, donc autant que ça serve à tous. Et puis, si vous voulez tenir informé, on est content avec l'écosystème. Si vous flashez ce QR code le jour, et si vous avez déjà téléchargé Tribal, on pousse des informations sur le numérique responsable, le Green IT, la RSE, en fait, pour partager la connaissance ou les informations qui nous sont amenées par l'écosystème. Voilà. Et donc pour terminer, moi les 2 conseils, le premier, comme on a parlé de l'écosystème et du retour d'expérience absolument incroyable d'autres entrepreneurs qui est hyper important. Et la seconde chose, c'est aussi de se faire accompagner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'éco-conception, c'est quand même aussi très énergivore, aussi en temps et aussi en connaissance. C'est un réel métier, hein, que ce soit quand on parle de bilan carbone, d'ACV, c'est des métiers qui sont très techniques. Et donc aujourd'hui, je dirais qu'on a la chance par rapport en tant jeune entrepreneur, d'avoir en fait de pouvoir être aidé comme avec des solutions telles que l'ADEME, d'avoir nous on travaille avec d'autres partenaires comme Ilex Environnement ou autres pour nous accompagner justement dans ces dossiers-là. Et la première chose à faire, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'accompagnement, puisque aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément le temps d'être sur tous les métiers de son entreprise, et donc de se faire accompagner, ça vous permettra de gagner un maximum de temps et aussi d'être confronté à une communauté d'écosystèmes pour avoir un maximum de retour d'expérience, vous fera encore accélérer. Donc voilà, merci à tous. Donc, merci à tous les 3. Et du coup, si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous rappelle que sur le temps de midi aussi, pendant la pause déjeuner, on est tous les 4 aussi à votre disposition pour pouvoir échanger sur le sujet. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Ouais, moi, j'avais une question sur les serveurs de Stratosphère. C'est l'autonomie énergétique, ça nécessite des batteries ou comment c'est géré sur la partie solaire en fait? Alors sur la partie solaire, nous on a justement, comme je disais tout à l'heure, on est sur les data centers tier 3, on va avoir trois sources d'énergie. Donc on a d'une l'intégration, l'autoconsommation du solaire. Donc sur la partie serveur, qui est évidemment regroupée dans notre local technique, qui après alimente ces serveurs-là. Et à côté, évidemment, on a aussi des batteries qui nous permettent justement d'avoir ce qu'on appelle une voie ondulée, donc d'avoir une redondance en cas de coupure du solaire, qui permet de reprendre le relais. Et donc derrière, on a également donc une troisième source, on en a même quatre, puisque un data center, c'est une haute disponibilité à 99,95% en tier 3. Et donc la quatrième, c'est qu'on travaille également avec un fournisseur d'énergie. Tout à l'heure, je vous parlais de tarif jaune, et il le faut également, puisqu'on peut pas être indépendant, autonome, coupé du monde dans un data center. Donc là, on travaille par exemple avec des fournisseurs en Bretagne, c'est Enercop, des fournisseurs aussi garantie verte, sur lequel on va peu consommer, puisque c'est vraiment en cas de secours qu'on va. Mais voilà. Mais du coup, donc nos serveurs, c'est premièrement la partie solaire, ensuite ça va être des batteries, et après on a l'énergie Enercop. Merci. D'autres questions? Bonjour, j'avais aussi une question pour Stratosphère. J'ai peut-être raté l'information, mais du coup, ça représente le stockage de combien de francs c'est moyen, votre module type? Alors aujourd'hui donc nos data centers sont équipés standard de modèles de 16 baies informatiques. Dans chacune des 16 baies informatiques, on va avoir entre 520 et 540 espaces de stockage par baie. Donc du coup derrière derrière en fait on va avoir entre 5, on va avoir à peu près on va dire entre 6000 et 8000 clients possibles par site sur nos data centers. Après, on a des offres très différentes. Vous pourrez les retrouver sur notre site internet selon la capacité de stockage des clients, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas déterminer un client va prendre telle baie. Ça dépend de l'activité du client, ça dépend de son infrastructure, serveur, de ses capacités à stocker de la donnée ou pas. C'est-à-dire que demain, si on a un cabinet d'architectes, par exemple, on a des données, des plans de masse à stocker, on va prendre plus d'espace qu'une autre société TPE lambda. Mais en tout cas, nous, en ordre moyen, en tout cas sur notre offre constante, on est à peu près entre 5000 et 8000 espaces de stockage sur un seul site. Et donc aujourd'hui, demain, multiplié par le nombre de sites. Merci. Une autre question? Bonjour, merci pour vos interventions. Vous avez parlé en début de table ronde de la slow tech. Je voulais savoir si dans votre démarche d'éco-conception, vous avez pensé aussi à une approche plutôt low tech. Ouais. Oui, la frontière, j'ai encore du mal à la définir. Donc voilà, je suis toujours en interrogation. Je pense, en tout cas, mon interprétation et ma compréhension, c'est que la low-tech, on stoppe des choses. La low-tech, on réduit au maximum les impacts. Voilà, donc je pense que Tribal, en tout cas dans la démarche d'éco-conception, il y a des fonctionnalités que j'ai réfléchi, qu'on n'a pas fait dans le design thinking. Donc je suis low-tech sur cette partie-là. Et puis dans les fonctionnalités qu'on a fait dans Tribal qui sont disponibles, je suis slow-tech. Voilà, c'est mon analyse en tout cas. Merci. Ah, il y a des questions en ligne. Je vais les porter. Donc, c'est un petit coucou d'Erwan Autray pour ceux qui le connaissent de l'ADEME, qui s'intéressent au sujet. La question, c'est en quoi une plateforme informatique est verte. Donc, je pense, quels sont les critères aujourd'hui de choix pour savoir dans les solutions quand est-ce qu'elles sont vertes. Je pense que ça adresse plutôt à Samuel. Et puis une deuxième question. J'ai pas compris ta question. Ouais, excuse-moi. c'est en quoi une plateforme, un système d'information, une solution est verte. C'est-à-dire que j'imagine à quel moment on peut dire que la solution est environnementalement responsable. Et puis une deuxième question pour Stratosphère aussi, sur est-ce que vous accompagnez les clients pour réduire à la source la quantité de données, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien avec vos clients en disant ben voilà, peut-être réduire à la source. Je commence. Les deux questions m'intéressent, mais je suis pas expert sur la deuxième. Sur la première, en fait, je pense que c'est éminemment compliqué en fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de greenwashing. Donc nous, c'est un sujet sur lequel on est hyper précautionneux depuis le départ.
hyper sincère. C'est aussi le témoignage qu'on a de nos clients dans la démarche qu'on a eue. Je pense que peut-être la définition du green, c'est avant tout de faire des choses utiles. Voilà, il faut d'abord que ce soit utile. Si on fait des choses qui sont inutiles, vous connaissez plein d'applications, de systèmes autour de nous qui ont des fonctionnalités qui servent à rien, au-delà d'abrutir nos enfants. Et donc là, on peut dire que c'est pas très green, ou en tout cas, c'est pas très vertueux. Et puis, une fois qu'on a défini que c'était utile, donc que ça a un sens, on est dans la frugalité, comment on fait en sorte que ce soit bien conçu et que ça minimise l'impact sur l'environnement en donnant la preuve. Voilà, c'est pas juste croire Samuel sur parole. Donc c'est pour ça que l'application Tribal a été testée par des organismes tiers de l'écosystème qui sont partenaires et je publie mes résultats. Dans l'analyse du cycle Tribal, on a évalué l'impact d'une notification dans Tribal sur un équivalent de CO2. Voilà, ça reste des chiffres à partager au grand public, c'est difficile, mais je peux les partager, c'est disponible sur Internet. Mais pour essayer de se comparer, finalement, quand on utilise on envoie un message dans la plateforme communication Tribal, c'est quoi le comparatif par rapport à un email avec plein de pièces jointes qui va arroser plein de personnes sans trouver sa cible, et on sait que de plus en plus les emails ils sont pas lus. Donc là-dessus, je sais qu'en moyenne, sans prendre d'engagement fort parce que ça nécessite de donner des critères de comparaison, c'est que un message en Tribal, c'est à peu près 15 fois moins polluant qu'un email avec des pièces jointes qui va pas intéresser tout le monde. Alors qu'un message en Tribal, il s'adresse à une personne à qui j'ai voulu envoyer un message. Donc d'évaluer finalement vraiment la mesure, c'est hyper important de son impact. Notre site internet, on l'a évalué. Le classement énergétique comme une machine à laver, en fait. J'aime bien la comparaison. Donc, on a évalué notre classement, notre site internet, si elle a été bien conçue, si elle minimise son impact sur le trafic réseau et sur le serveur. Et ça a été conçu par mon équipe, mais ça a été évalué par des auditateurs tiers. Donc, c'est transparent. J'espère avoir répondu. Donc je vais passer à la deuxième question. Et donc oui, nous on accompagne en fait nos clients. C'est plutôt une question de sobriété numérique, tout simplement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on pourrait, il y a une étude d'ailleurs qui est sortie dernièrement en montrant que 70% des systèmes d'information en France étaient mal dimensionnés et que par rapport à cette étude-là, on pourrait supprimer 15% du matériel actif, donc des serveurs, etc., qui aujourd'hui ne sert à rien puisque c'est comme, c'est aussi dans la société de consommation, comme en tant que particulier, si vous prenez un espace de stockage pour nos amis GAFAM pour stocker vos photos de vacances, par exemple, vous pouvez rapidement voir qu'aujourd'hui tout est fait pour que, à moindre coût, vous ayez de gros espaces de stockage qui vont au final pas vous servir à grand chose parce que vous allez utiliser qu'un 16e ou qu'un 32e même. Donc voilà, donc du coup le conseil qu'on a nous par rapport à nos clients quand ils vont migrer en fait leurs données chez Stratosphere dans notre cloud, c'est déjà de faire un inventaire d'audit, de savoir ce qu'ils ont actuellement, ce qu'ils ont besoin de transférer ou pas, et de les orienter vers nos offres, de pas leur pousser de leur pousser uniquement l'offre qui leur correspond le mieux, parce qu'on a aussi des effets nous de notre mission qui est aussi celui d'éclairer sur la sobriété numérique pour que nos clients utilisent juste ce dont ils ont besoin et pas plus. Et pour reprendre le premier sujet sur la plateforme, en quoi on sait qu'on est green, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément aussi d'indicateurs qui sont sur le marché. Dans le data center, on a des PUE, des WUE, il y a beaucoup de choses qui existent. Je pense que, comme l'a dit Samuel, le plus concret possible, c'est de voir les solutions, de les visiter. Nous, aujourd'hui, on a des showrooms et on fait visiter justement nos sites pour montrer concrètement ce qui se passe sur le data center. Qu'est-ce qu'on alimente, de quoi est fait le data center, comment est éco-conçu notre data center. Et c'est avant tout aussi la meilleure preuve de ce qu'on peut montrer à nos clients sur l'éco-conception. Et donc sur la partie plateforme, donc là où on va avoir, c'est toute une chaîne qui va de A à Z, qui va de la partie soft côté par exemple Tribal, qui fait que derrière nous aussi on peut déterminer si vous êtes responsable ou pas, puisque toute la partie hardware, en fait on va maîtriser votre cloud, savoir où vous êtes stocké, comment est alimenté vos serveurs, quelles sont les alimentations de vos serveurs. On a toute la chaîne à partir du moment où on a le data center, on a toute la chaîne de production d'énergie et d'alimentation. Et donc par rapport à ça, c'est très simple de savoir si votre site web, votre logiciel, etc. va être éco-conçu sur toute cette partie green et responsable, quoi.